Il a dit ça comme s'il lisait la météo à la radio, d'un ton calme, certain, familier. Elle n'a jamais servi un seul jour dans l'armée française, a dit mon père au jury. Et si elle prétend le contraire, c'est un mensonge éhonté. 9 personnes m'ont regardé. L'une d'elles nous avait vendu du maïs de semence quand j'avais 12 ans. Une autre était allée à l'église avec ma mère pendant 20 ans. Une autre encore m'avait un jour tendu un bonbon à la menthe dans le hall de ce même tribunal, alors que j'attendais de témoigner pour un accident de la route dont je n'étais pas responsable. Je n'ai pas scié. Mon père me poursuivait en justice, m'accusant d'avoir volé l'héritage de ma mère d'Esdé. Ce qu'il ne savait pas, ce que son avocat ne savait pas, ce que tout le canton ignorait, c'est qu'à l'intérieur de la mallette de mon avocat se trouvait une enveloppe scellée provenant du ministère des Armées. Et avant que cette journée ne s'achève, le juge retirerait ses lunettes, me regarderait droit dans les yeux et prononcerait 3 mots qui allèrent changer l'atmosphère de la pièce. Veuillez vous lever. L'eau dans le gobelet en carton avait un goût de métal et de vieille canalisation. Je m'en souviens parce que lorsque votre vie se brise en deux, l'esprit s'accroche à des détails inutiles. Le grain du bois du banc des témoins sous vos doigts, le bourdonnement des néons, la légère odeur citronnée de la cire pour parquet qui tentait, sans succès, de masquer l'odeur du vieux bois, des dossiers humides et de l'eau de Cologne de mon père, qui n'avait pas changé depuis des décennies. Elle était toujours trop forte, appliquée comme si le volume pouvait remplacer la dignité. Je m'appelle Élise Vallée. J'avais 43 ans ce matin-là, au tribunal du canton de Mirabel. Et j'étais assise à la barre, écoutant mon père m'effacer en public, avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais pris son opinion pour autre chose que la loi. Henri Vallée avait 71 ans, les épaules larges, même aujourd'hui, les mains rugueuses et noueuses par une vie passée à travailler la terre et les machines, et à pointer du doigt ceux qui le décevaient. Dans notre coin de campagne, sa voix portait. Il avait présidé le conseil municipal pendant 12 ans, servi au comité de gestion de la paroisse plus longtemps encore, et passé la majeure partie de sa vie d'adulte à cultiver le genre de réputation qui oblige les autres hommes à baisser le ton lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Il portait son blazer gris anthracite ce jour-là, le beau, celui pour les enterrements et les réunions de direction, celui qu'il réservait aux occasions où il voulait incarner la raison même. De l'autre côté de l'allée, son avocat, maître Marc Bernard, se tenait près de la table du demandeur avec un bloc-notes jaune et une chemise cartonnée, gonflée de documents qu'il croyait suffisants pour m'enterrer. Marc pratiquait le droit des successions et les litiges fonciers dans ce canton depuis 30 ans. Il avait l'assurance tranquille d'un homme habitué aux faits visibles, actes signés, plans cadastraux, testaments, factures. Il croyait en ce qui pouvait être sorti d'un tiroir de classeur. Le problème avec les hommes comme Marc Bernard, c'est qu'ils s'imaginent que le monde entier tient dans un tiroir de classeur. Le fonds fiduciaire, dit-il au jury, arpentant la salle avec une autorité aisée, exigeait que tout bénéficiaire recevant des distributions soit activement employé dans le service public ou engagé dans un travail légal documenté. La défendresse? Il se tourna et fit un geste vers moi avec une main ouverte, assez polie pour passer pour de la courtoisie, à revendiquer le service militaire, puis un emploi fédéral comme base de ses versements. Revendiquer, pas effectuer. Revendiquer, pas accompli. Revendiquer. Il brandit un document. Mais notre enquête n'a trouvé aucun dossier militaire vérifiable accessible par les voies standards, aucun dossier d'emploi public correspondant à ces déclarations et aucune preuve que mademoiselle Vallée ait servi à quelque titre que ce soit, comme elle l'a prétendu auprès des membres de sa famille au fil des ans. Prétendu auprès des membres de sa famille, c'était un autre tour de passe-passe. Réduire 21 ans de service à une mythologie de cuisine. Mon avocat, maître Damien Mercier, était assis à la table de la défense, imperturbable. Il avait 48 ans, ancien juriste militaire, impeccable dans son costume sombre, sa cravate argentée maintenue par une pince parfaitement droite. Il possédait cette sorte de calme qui pousse les hommes bruyants à vous sous-estimer. Il ne s'agitait pas, il ne chuchotait pas de rassurance inutile. Il avait passé en revue chaque document, chaque lettre, chaque insulte déguisée en preuve. Il savait ce qui pouvait être dit et ce qui ne le pouvait pas. Plus important encore, il savait ce qui allait arriver. Il savait aussi qu'il ne fallait pas agir trop tôt. Je croisai mes mains sur le rail devant moi. On dit que lorsqu'on vous accuse de quelque chose de monstrueux, votre corps vous trahit. Votre pouls s'accélère. Votre visage s'empourpre.
Votre respiration change, pas la mienne. L'entraînement s'installe dans les os après assez d'années. On apprend que la posture n'est pas seulement une posture, c'est un message, c'est un confinement. C'est la différence entre être vulnérable et rester hermétique. Ma sœur cadette, Béatrice, était assise 3 rangs derrière mon père dans un gilet bleu marine, les 2 mains crispées sur la lanière de son sac. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois depuis son entrée dans la salle d'audience. Cela faisait plus mal que prévu. Non pas parce que Béatrice avait choisi son camp, j'y étais préparée, mais parce qu'une partie de moi, une petite partie stupide qui aurait dû mourir il y a des années, espérait encore qu'elle lève les yeux et me voie avant que la salle ne lui dise qui j'étais. Au lieu de cela, elle gardait les yeux baissés comme une femme à l'église quand l'hymne tourne à la confession. L'affaire elle-même était d'une simplicité presque insultante. Ma mère, Madeleine Vallet, avait créé un fonds familial 2 ans avant de mourir. Rien d'énorme selon les standards de la ville, mais significatif à l'échelle du canton. Assez pour compter, assez pour aider, assez, si on en faisait une arme, pour blesser. Elle y avait inscrit une condition que j'ai immédiatement reconnue comme sa tentative silencieuse de protéger ce qu'elle ne pouvait plus protéger directement. Les versements à ses filles exigeaient la preuve d'un travail actif, d'un service ou d'un emploi. Ma mère comprenait mon père mieux que quiconque. Elle savait que s'il avait la moindre marge de manœuvre, il transformerait la procédure en punition. Elle avait raison. 3 mois après ses funérailles, il a contesté chaque versement que j'avais reçu. Il a engagé un détective. Il a passé des appels. Il a posé des questions aux anciens combattants, au bureau des impôts, au guichet de la mairie, aux kermesses, au magasin de fournitures agricoles. Au moment où la plainte a été déposée, la moitié du canton avait entendu une version de la même histoire. Élise s'était enfuie il y a des années. S'était inventée une carrière militaire que personne ne pouvait prouver. Et maintenant, elle siphonnait l'argent de sa mère décédée en se cachant derrière un faux poste au gouvernement. Dans une ville comme la nôtre, la répétition devient vérité plus vite que les preuves. Mademoiselle Vallet, dit Marc Bernard en se tournant vers moi, pourriez-vous expliquer au jury pourquoi, si vous avez réellement servi dans les forces armées, il ne semble exister aucun dossier ordinaire de ce service accessible par les voies que notre enquêteur a utilisées. Damian se leva à peine. Monsieur le juge, la question a déjà été posée et la réponse apportée sur le fond. Le juge Raymond Legrand regarda par-dessus son pupitre. Rejetée, elle peut répondre. Je levai les yeux vers Marc d'abord, puis vers le jury. Gilles Morin, au 4e siège, avait réparé notre tracteur quand j'avais 16 ans. Madame Lambert, au 7e siège, avait apporté une salade de pommes de terre lors de la veillée funèbre de ma mère. Ils avaient tous l'air poliment dubitatifs. C'était ça, l'humiliation publique dans une petite commune. Elle arrive rarement avec méchanceté. Elle arrive plus souvent en portant les habits de la politesse. Mes états de service existent, dis-je. Marc sourit faiblement. Alors, où sont-ils? La salle resta immobile. Je sentais mon père me fixer, non pas avec incertitude, mais avec appétit. Il avait attendu des années pour cela. Des années pour me traîner dans un endroit où le silence pourrait être confondu avec de la culpabilité et la vie privée avec de la tromperie. Je gardais une voix égale. Tous les services ne sont pas conçus pour être étalés au grand jour, dis-je. Un murmure parcourut la galerie, si doux que c'était presque juste le bruit du tissu frottant contre le bois. Marc se tourna vers le jury comme si je lui avais fait un cadeau. Donc votre réponse est que les preuves ne peuvent pas être vues parce qu'elles sont trop secrètes pour être vérifiées. Non, répondis-je. Ma réponse est que votre incapacité à accéder à quelque chose ne signifie pas que cela n'existe pas. C'est à ce moment-là que mon père se leva. Le grincement de sa chaise sur le sol de la salle d'audience déchira l'air, sec comme un coup de fusil. Il ne cria pas. Henri Vallet ne criait jamais quand il pouvait projeter sa voix à la place. La projection portait plus d'autorité, une autorité de notable, d'élu, de père de famille. « Elle ment », dit-il. L'expression du juge se durcit. « Monsieur Vallet, rasseyez-vous. » Mais mon père gardait les yeux fixés sur moi. Elle a quitté cette famille. Elle a laissé sa mère porter tout le fardeau. Et maintenant, elle veut faire croire à ce tribunal qu'elle servait son pays dans je ne sais quelle fonction invisible que personne ne peut prouver. Il me pointa du doigt, son doigt épais et immobile. Elle n'a jamais porté l'uniforme un seul jour, pas un seul. Et si elle dit le contraire, c'est un mensonge éhonté. Je le regardais alors. Vraiment. Je vis les vaisseaux rouges dans le blanc de ses yeux, la dureté de sa mâchoire.
la satisfaction cachée sous l'indignation. Il pensait que ce moment le rendait vertueux. Il pensait que la vérité était ce qui survivait le plus longtemps dans sa bouche. Damien Mercier se leva. « Monsieur le juge, dit-il calmement, la défense souhaite soumettre un document qui n'était pas disponible lors de la phase de communication des pièces. » Marc Bernard se retourna, fronçant déjà les sourcils. « Mon père s'y a une fois. » Béatrice leva enfin la tête. Damien posa une main sur sa mallette, et pour la première fois ce matin-là, je sentis l'atmosphère de la pièce commencer à changer. La première chose que les gens comprennent mal à propos du silence, c'est qu'ils pensent qu'il signifie qu'il ne se passe rien. Dans ma famille, le silence avait un sens très spécifique. Il signifiait que quelqu'un d'autre parlait pour vous. J'ai appris cela avant même d'apprendre à conduire un tracteur. Grandir sur les terres des vallées, à quelques kilomètres de Val-de-Bois, signifiait comprendre très tôt que les mots avaient un poids, mais que les mots de tout le monde n'avaient pas le même poids. La voix de mon père portait. La mienne, non. Pas parce que je ne parlais pas, je parlais juste d'une manière qui exigeait qu'on m'écoute au lieu de me suivre. Et écouter n'avait jamais été la force de mon père. La maison elle-même était une longue bâtisse basse, avec une véranda qui s'affaissait juste assez du côté est pour recueillir l'eau de pluie. La cuisine sentait le café et la graisse de lard la plupart des matins, le genre d'odeur qui s'imprègne dans le bois et ne le quitte jamais tout à fait. Il y avait une horloge au-dessus de l'évier qui avançait de 2 minutes, ce que mon père considérait comme un outil de discipline, et ma mère comme la façon qu'avait Henri de se disputer avec le temps. J'étais la fille aînée. Ce fait importait plus que je ne le comprenais à l'époque. Être l'aînée signifiait des attentes sans explication. Cela signifiait qu'on était censé savoir comment se comporter sans qu'on nous le dise. On était jugé non pas sur ce qu'on faisait de bien, mais sur le peu de problèmes qu'on causait par rapport à ce que mon père imaginait. Ma sœur, Béatrice, est née 5 ans après moi, et dès qu'elle a su parler, elle a su rire au bon moment. Elle savait comment adoucir une pièce. Elle savait comment faire en sorte que mon père se sente admiré d'une manière qui se traduisait directement par son approbation. Béatrice correspondait. C'est la façon la plus simple de le dire. Elle rentrait dans le moule que mon père jugeait bon pour une fille. Serviable, chaleureuse, docile, enracinée. Elle restait proche. Elle a appris les rythmes de la maison et a bougé avec eux au lieu de s'y opposer. Quand mon père faisait une blague, elle riait avant même la fin. Quand il donnait des instructions, elle hochait la tête avant qu'il ait fini de parler. Moi, par contre, je posais des questions. Pas des questions fortes, pas des questions provocatrices, juste des questions précises. Pourquoi de cette façon? Que se passe-t-il si on essaie autrement? Est-ce ainsi que cela a toujours été fait, ou est-ce juste ta façon de faire? Les questions, dans le monde de mon père, n'étaient pas de la curiosité. C'étaient des frictions. Je me souviens d'un après-midi, quand j'avais 14 ans, debout dans l'allée de la grange avec un grand livre de contes à la main, essayant de réconcilier les coûts de l'aliment pour bétail qui ne correspondaient pas au reçu qu'il avait agrafé. Les chiffres étaient faux, pas de beaucoup, mais assez pour que cela compte. « Papa, » dis-je en gardant une voix calme, « même ce total ne correspond pas au reçu de la semaine dernière. » Il n'a même pas regardé le livre. « C'est bon, dit-il. Il y a un écart de 43 €. Là, il a regardé, pas la page, mais moi. « Tu as l'intention de diriger cet endroit un jour ?» demanda-t-il. « Je veux juste que les comptes tombent juste. » Ça tombe juste parce que je le dis. Ce fut la fin de la conversation. Ma mère, Madeleine, se tenait dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et l'arrière-cuisine, un torchon à la main. Elle observait l'échange, comme elle regardait les tempêtes arriver sur le champ arrière, consciente, alerte, mais n'intervenant que si elle le devait absolument. Plus tard ce soir-là, elle est venue dans ma chambre et s'est assise sur le bord de lit. « Tu n'as pas tort, » dit-elle doucement. « Je sais. » Elle sourit un peu, fatiguée mais bienveillante. Savoir et dire sont 2 choses différentes dans cette maison. Alors qu'est-ce que je suis censée faire? Elle prit une inspiration avant de répondre. Ma mère ne précipitait jamais ses réponses. Elle les pesait, comme si elle équilibrait quelque chose de fragile. « Tu apprends quand cela compte, » dit-elle, « et quand cela ne compte pas. » C'était sa façon de faire. Elle ne combattait pas mon père de front. Elle s'adaptait autour de lui. Elle trouvait des moyens discrets de protéger ce qu'elle pouvait sans briser la structure dans laquelle elle vivait. Elle gardait des doubles de tout. Elle écrivait des notes dans les marges. Elle se souvenait de détails que les autres oubliaient. Et elle m'observait. Je ne comprenais pas alors qu'elle mesurait quelque chose. Non pas mon obéissance, ni mon utilité,
mais mon endurance. À 18 ans, je savais deux choses avec une clarté absolue. D'abord, si je restais, je serais toujours la version de moi-même que mon père jugeait insuffisante. Ensuite, partir me coûterait tout ce que je considérais comme mon foyer. J'ai choisi de partir. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de fête, pas de dîner, pas de discours. Juste un sac de sport sur le perron et un trajet jusqu'à la ville dans la camionnette de mon père qui tremblait à chaque bosse sur la route. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant ce trajet. À la gare routière, il mit le contact sur pause et garda les deux mains sur le volant. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il. « Oui. Tu penses que l'armée va réparer ce que tu penses être cassé chez toi ?» Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas de réponse qu'il accepterait. Il hocha la tête une fois, comme s'il s'était confirmé quelque chose à lui-même. « Ne reviens pas ici pour chercher de l'aide financière, dit-il. On s'occupe des nôtres. On ne porte pas ceux qui ne portent pas leur propre poids. » Je ne le ferai pas, dis-je. Il me regarda alors, vraiment, comme s'il essayait de décider si je croyais ce que je disais ou si je le disais juste pour pouvoir partir. Bien, dit-il, parce que je ne le ferai pas. Ce fut la dernière conversation que nous eûmes avant que je parte pour mes classes. Ma mère m'a serré dans ses bras à la porte ce matin-là, pas devant lui, après qu'il soit sorti vérifier la camionnette. Elle m'a tenue plus longtemps que d'habitude. « Écris quand tu peux », me dit-elle à l'oreille. « Je le ferai. » Et Élise ? Elle se recula juste assez pour me regarder. Ses yeux étaient fermes. « Tout ce que tu feras ne sera pas forcément compris. Cela ne le rend pas mauvais pour autant. » J'ai hoché la tête. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de l'armée. Je comprendrai plus tard qu'elle parlait de tout ce qui allait suivre. Le service militaire a vite fait de dépouiller les choses. Il retire les parties de vous qui sont superficielles pour ne laisser que celles qui fonctionnent sous la pression. J'y ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais trouvé à la maison. De la clarté. Dans l'armée, les questions n'étaient pas un manque de respect si elles étaient posées au bon moment, de la bonne manière, pour la bonne raison. La précision comptait, l'exactitude comptait, les résultats comptaient. C'était le premier environnement où être rigoureuse n'était pas un défaut à corriger. J'ai écrit des lettres, au début. Ma mère répondait. Mon père non. Quand j'ai terminé ma formation et que j'ai rejoint ma première affectation, les lettres se sont faites plus rares, non pas parce que je ne m'en souciais plus, mais parce que la vie dans laquelle j'entrais ne se traduisait pas facilement sur papier. Il y avait des choses que je pouvais dire et d'autres non. L'espace entre ces deux catégories s'élargissait chaque année. Béatrice a envoyé quelques mots au début, courts, joyeux, plein de nouvelles du village, qui s'était marié, qui était parti, l'effet de la météo sur les récoltes. Finalement, cela s'est arrêté aussi, pas brusquement, mais graduellement, comme le contact s'efface quand il n'est pas activement entretenu. Au moment où ma mère est tombée malade, la distance entre nous n'était plus seulement une affaire de kilomètres. C'était une affaire de récit. Mon père avait comblé les vides que j'avais laissés avec une version de moi qui lui convenait. Élise est partie. Élise n'est jamais revenue. Élise ne parle pas de ce qu'elle fait. Élise ne doit rien faire qui vaille la peine d'être racontée. Et dans une commune où la visibilité est synonyme de vérité, cette histoire tenait la route. Quand le diagnostic est tombé, je suis revenue aussi souvent que possible. Pas aussi souvent que mon père le pensait nécessaire, pas aussi souvent que Béatrice, mais je suis venue. Les hôpitaux ont leur propre genre de silence, non pas l'absence de bruit, mais une superposition de sons, moniteurs, bruit de pas, voix lointaines, le tout étouffé par des murs qui en ont trop vu pour laisser passer quoi que ce soit de tranchant. Ma mère ne m'a jamais demandé de détails. Elle n'a jamais demandé ce que je faisais. Elle me demandait si j'étais en sécurité. Elle me demandait si je mangeais bien. Elle me demandait si je dormais. Et une fois, une seule, alors que nous étions seuls et que les machines se taisaient un instant, elle a dit « Es-tu là où tu es censé être ?» « Oui, répondis-je. Elle scruta mon visage comme si elle vérifiait quelque chose que seule elle pouvait voir. « Bien, dit-elle, alors ne laisse personne te faire croire que tu es moins que ça. » Elle est morte en janvier. Le sol était dur, le ciel bas, ce genre de froid qui s'installe dans les articulations et n'en sort plus. Lors de la lecture du testament, mon père était assis en bout de table comme il l'avait toujours fait, les mains jointes, l'expression figée dans quelque chose qui pouvait passer pour du chagrin si on ne le connaissait pas assez pour y reconnaître de la volonté de contrôle. Le fonds fiduciaire fut expliqué, les conditions lues. Quand ce fut fini, il ne m'a pas regardé. Il a regardé l'avocat et a dit « Nous allons passer en revue tous les versements. » Ce fut le moment où le chapitre suivant commença. Non pas dans la colère ni dans les cris, mais dans la procédure.
3 mois plus tard, on me signifiait une plainte, fraude à la succession. Et dans la version des faits de mon père, c'était la chose la plus logique au monde. Parce que s'il ne pouvait pas voir ce que j'avais fait de ma vie, alors cela ne pouvait pas exister. Il y a des métiers qu'on peut expliquer au dîner, et il y a des métiers qu'on apprend à porter en silence. Dès ma 6e année sous l'uniforme, j'avais arrêté d'essayer de traduire ce que je faisais en quelque chose de normal. Non pas parce que je pensais que ma famille ne pouvait pas comprendre, mais parce que la compréhension n'était pas le problème. C'était l'habilitation. Certaines choses n'appartiennent pas à la personne qui les fait. Elles appartiennent au travail lui-même, à la structure qui les exige, aux gens qui en dépendent, aux conséquences qui suivent si elles sont traitées avec légèreté. J'ai appris cela la première fois que quelqu'un a pris un marqueur pour barrer la moitié d'un document que j'avais écrit. Pas parce que c'était faux, mais parce que c'était trop vrai. Mes premières missions étaient assez ordinaires sur le papier. Analyse de communication, suivi de réseau, le genre de travail qui ne fait pas les gros titres, mais décide de ce qui se passe avant même que les gros titres n'existent. On regarde des fragments, on construit un contexte, on apprend la différence entre le bruit et le signal, entre la coïncidence et le schéma, entre ce qui semble important et ce qui l'est réellement. Cela me convenait. La précision m'avait toujours plu. Dans le monde de mon père, la précision était un défi à l'autorité. Dans le mien, c'était de la survie. Je bougeais là où on me disait d'aller. J'apprenais ce qu'on me disait d'apprendre. Je restais discrète, mon travail était impeccable, ma voix mesurée. C'était ainsi qu'on progressait dans cet environnement. Non pas en se mettant en avant, mais en devenant quelqu'un à qui l'on confie des choses qu'on ne dit pas tout haut. La confiance dans ce milieu est rarement verbale. Elle est attribuée. La première fois que mon rôle a changé, cela n'a pas été annoncé non plus. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de discours, juste une conversation dans un bureau qui exigeait 2 badges distincts pour entrer. « Vous êtes réaffecté », a dit l'homme en face de moi, en faisant glisser un dossier sur le bureau. « Où ?» demandai-je. Il n'a pas répondu directement. « Vous recevrez une désignation de couverture », dit-il. « Analyste administrative, support de contrat. Rien qui n'invite aux questions. » Et le travail réel ? Il a rencontré mon regard, sans méchanceté. Le travail réel est la raison pour laquelle vous êtes ici. Ce fut le moment où j'ai compris que ma vie venait de se diviser en 2 voies, l'une descriptible et l'autre non. Sur le papier, je suis devenue une analyste de niveau intermédiaire attachée à un groupe de logistique avec un nom assez banal pour passer inaperçu dans la plupart des conversations. Mon adresse a déménagé dans un bloc postal de Paris qui ressemblait à 100 autres. Mon salaire correspondait à un rôle qui semblait stable, prévisible, oubliable. En réalité, je passais mes journées dans des pièces où les horloges étaient synchronisées sur des systèmes qu'on ne remettait pas en question et où les portes se refermaient derrière vous avec un son qui vous disait exactement à quel point vous veniez de vous éloigner de la vie ordinaire. On apprend à vivre ainsi. On apprend à répondre aux questions sans y répondre, à parler par couches, à donner assez de vérité pour satisfaire la curiosité sans franchir les lignes qu'on n'a plus le droit de redessiner une fois franchies. Quand Béatrice appelait dans ces premières années-là, sa voix était encore légère, aisée. « Alors, qu'est-ce que tu fais réellement de tes journées ?» demanda-t-elle un jour en riant. « Papa dit que tu restes dans un bureau à brasser de la paperasse. » Je l'entendais en arrière-plan, sa voix basse mais présente, façonnant l'espace même lorsqu'il ne faisait pas partie de la conversation. « Je travaille dans l'analyse, dis-je, les mêmes contrats, des problèmes différents. » Elle fit une pause. C'est à l'air vague. « Ça l'est ?» répondis-je. Elle rit à nouveau, mais plus doucement cette fois. « Bon, tant que tu es heureuse. » Le bonheur n'était pas l'unité de mesure. C'était l'efficacité. J'ai dit la même chose à ma mère quand elle a demandé. Elle n'a jamais insisté. Elle n'avait pas besoin de détails pour comprendre la direction que je prenais. Au fil des années, mes visites à la maison sont devenues moins fréquentes. Non pas parce que je ne voulais pas être là, mais parce qu'être là exigeait une version de moi-même qui ne s'ajustait plus proprement à celle que j'étais devenue. Les conversations restaient en surface. Les questions restaient petites. Mon père a fini par arrêter d'en poser. Le silence, entre ses mains, est devenu autre chose. Non pas une absence, mais un jugement. « Tu es toujours à Paris ?» demanda-t-il un jour en haut-parleur, le ton plat. « Oui. » « À faire quoi ?»« De l'analyse. » Une pause. « Ah, ça doit être bien, dit-il. »« Sûr. Confortable. »
Il faut bien que quelqu'un s'occupe de la paperasse pendant que le reste du pays fait le vrai travail. Je ne l'ai pas corrigé. La correction avec lui n'était pas de l'information. C'était de l'opposition. Et l'opposition invitait à l'escalade. Au moment où la santé de ma mère a commencé à décliner, le récit me concernant à Val-de-Bois s'était figé. J'étais la fille qui était partie. La fille qui n'était jamais vraiment revenue. La fille qui disait travailler pour l'État, mais ne pouvait expliquer comment. La fille qui, selon les mots de mon père, avait trouvé le moyen de gagner sa vie sans jamais se salir les mains. Ce que les gens ne comprennent pas à propos de ce genre de récit, c'est avec quelle efficacité il remplit l'espace une fois qu'il existe. Il répond aux questions avant même qu'elles ne soient posées. Pourquoi n'est-elle pas là plus souvent? Parce qu'elle s'en fiche. Pourquoi ne parle-t-elle pas de son travail? Parce qu'il n'y a rien à dire. Pourquoi vit-elle si loin? Parce qu'elle n'a pas réussi ici. Cela devient un système qui s'auto-entretient. Ma mère l'a vu venir. Elle ne l'a jamais affronté directement. Ce n'était pas sa façon de faire. Mais elle a fait des ajustements là où elle le pouvait. Le fonds fiduciaire en était un. Elle ne m'a pas dit qu'elle le créait. Je l'ai appris comme tout le monde, assise dans un bureau calme, face à un notaire qui lisait les termes d'une voix juste assez neutre pour les rendre définitifs. Le fonds prévoit des distributions égales pour les deux filles, dit-il, sous réserve de la démonstration d'un emploi actif, d'un service public ou d'un engagement professionnel légal au moment du versement. J'ai compris immédiatement. Ma mère avait construit un garde-fou, non pas contre moi, mais contre l'interprétation. Elle savait que mon père essaierait de contrôler ce qu'elle laissait derrière elle. C'était sa façon de limiter la portée de ce contrôle. À l'époque, je pensais que cela suffirait. J'avais sous-estimé jusqu'où un homme peut aller pour prouver qu'il a raison. La première contestation est arrivée discrètement. Une lettre, formelle, structurée, écrite par un avocat dont je reconnaissais le nom pour des litiges fonciers et des successions dans tout le canton. Elle demandait de la documentation, des preuves d'emploi, une vérification de service. Raisonnable en apparence, sauf que la documentation demandée était du genre que je ne pouvais produire sous la forme attendue. J'ai répondu par les voies appropriées. Une confirmation, limitée, suffisante pour satisfaire à l'exigence telle qu'elle était écrite, sinon telle qu'elle était interprétée. La deuxième lettre fut moins polie. La troisième incluait une mise en demeure. La quatrième était une assignation. À ce moment-là, mon père avait déjà commencé à dire aux gens ce qu'il croyait. « Elle prend de l'argent qu'elle n'a pas gagné », disait-il au café. « Elle prétend avoir été dans l'armée toutes ces années. C'est drôle comme personne ne peut le prouver. » À l'église, l'histoire changeait légèrement. « On a fait notre part ici », disait-il au prêtre. « On a fait tourner la ferme. On s'est occupé de sa mère. Et maintenant, elle se pointe quand il y a de l'argent en jeu. Au magasin agricole, le ton se durcissait. Elle vit sur une histoire qu'elle s'est inventée, disait-il. Elle a toujours fait ça. Chaque version portait le même noyau. Je n'étais pas seulement absente. J'étais malhonnête. Au moment où le procès fut intenté, le récit avait mûri pour devenir ce qui semblait, pour tous ceux qui l'entendaient, être le bon sens même. Bien sûr qu'elle ne pouvait pas le prouver. Bien sûr que les dossiers n'existaient pas. Bien sûr qu'elle avait trouvé un moyen de profiter du système. La requête elle-même était précise. Elle alléguait que j'avais sciemment déformé mon statut professionnel afin de recevoir des distributions du fonds. Elle citait les conclusions de l'enquêteur. Elle présentait mon incapacité à produire une documentation standard comme une preuve de fabrication. Elle demandait au tribunal de récupérer les fonds et de me déclarer inéligible aux distributions futures. C'était, dans sa structure, propre, logique, construit sur l'absence. C'était la partie que mon père n'avait jamais comprise. L'absence n'est pas une preuve, c'est un espace. Et l'espace, avec assez de temps, peut être rempli par n'importe quoi. Dans son cas, il fut rempli par la certitude. Au moment où j'ai mis les pieds dans cette salle d'audience, il ne devinait plus. Il croyait. Et la croyance, chez un homme comme lui, ne plie pas facilement. Ce qu'il avait construit au fil des ans, l'histoire d'une fille qui était partie, qui avait échoué, qui s'était cachée, était sur le point de heurter quelque chose qu'il n'avait jamais pris en compte. Non pas une contradiction, mais une confirmation, juste pas le genre qu'il attendait. Au moment où la plainte fut déposée, mon père avait déjà jugé l'affaire dans chaque pièce qui comptait pour lui, pas dans un tribunal, au café de la place, où le café est servi avant même que vous ne vous asseyiez et où la vérité est ce qui survit le plus longtemps au comptoir. Dans la salle paroissiale, entre les chaises pliantes et les plats préparés,
où la sympathie a tendance à s'aligner sur la certitude la plus bruyante, au magasin agricole, où les hommes s'appuient sur des sacs de grains et parlent en conclusion, pas en question. Ils ne criaient pas là-bas non plus, ils n'en avaient pas besoin. Ma fille dit qu'elle a servi, leur disait-il, la voix ferme, presque réticente, comme si les mots lui coûtaient. Mais on a cherché, rien ne sort. Aucun dossier que l'on puisse trouver. Et maintenant, elle prend l'argent du fonds de sa mère comme si elle l'avait mérité. C'était le ton qui faisait le travail. Pas en colère, mais déçu. La déception voyage plus loin. Au moment où j'ai reçu la notification officielle, l'histoire s'était déjà installée dans le canton comme une perturbation météo. Les gens n'avaient pas besoin de vérifier. Ils la reconnaissaient. Elle rentrait dans le moule d'autres histoires qu'ils croyaient déjà. La fille qui part. La fille qui ne revient pas. La fille qui prétend avoir fait plus qu'elle n'a accompli. Quand la date du procès a été fixée, je savais exactement dans quoi je mettais les pieds. Pas seulement une procédure légale, mais une rectification. Mon père avait l'intention de rectifier les faits dans le seul endroit restant qui pourrait rendre cela officiel. Le tribunal du canton de Mirabel n'avait pas changé depuis mon enfance. Les mêmes portes en chêne, les mêmes marches usées, le même long couloir qui portait les voies, plus loin qu'on ne l'imaginait. La même horloge au-dessus du guichet du greffe, toujours décalée de quelques minutes, comme si le temps lui-même avait décidé de ne pas se disputer avec le bâtiment. Damien et moi sommes arrivés tôt. Il n'a pas beaucoup parlé en entrant. Il n'en avait pas besoin. Sa présence était sa propre forme de préparation. Mesurée, contrôlée, attentive aux détails que la plupart des gens manquaient. Il salua le greffier, nous inscrivit et choisit notre table sans hésitation. « Tout est en place », dit-il doucement en posant sa mallette. Je savais ce que cela signifiait. L'autorisation était arrivée. Pas facilement, pas rapidement, mais elle était là. « Compris », dis-je. Il me regarda un instant de plus que d'habitude. Pas de l'inquiétude, mais une évaluation. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. « Oui. » Il hocha la tête une fois. C'était toute la rassurance dont nous avions besoin. La salle se remplit lentement. Les gens ne se précipiteront pas au tribunal dans un endroit comme le nôtre. Ils arrivent par petits groupes, prennent place, échangent des regards qui transportent plus de conversations que de mots. Au moment où l'huissier appela la séance à l'ordre, la plupart des sièges étaient occupés. Pas par des étrangers, mais par des témoins d'une version de ma vie que je ne reconnaissais pas. Béatrice te glissa à l'intérieur juste avant le début, prenant place derrière notre père. Elle s'assit assez près de lui pour que leurs épaules se touchent presque, mais pas tout à fait. Cette petite distance en disait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Mon père ne se retourna pas. Il n'avait pas besoin de vérifier si elle était là. Il le tenait pour acquis. Le juge Raymond Legrand entra par la porte latérale, sa robe s'agitant juste assez pour rappeler à la salle que l'autorité venait d'entrer. Il était plus âgé que mon père, de quelques années peut-être, avec des cheveux argentés coupés courts et des lunettes posées bas sur son nez lorsqu'il lisait. Il avait la posture de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps dans des pièces où les décisions s'avèrent des conséquences. Il prit place, balaya la salle du regard une fois et fit un bref signe de tête. « Veuillez vous asseoir. » Maître Marc Bernard se leva immédiatement avec l'aisance de l'habitude. « Monsieur le juge, mesdames et messieurs du jury, » commença-t-il, et il se lança dans son introduction avec cette confiance que donne la conviction que vos preuves sont à la fois complètes et suffisantes. Il exposa les faits clairement, le fond, la condition, ma prétention de service, l'enquête, l'absence de preuves. Il brandit le rapport de l'enquêteur comme s'il s'agissait d'une pierre angulaire. « Aucun dossier, » dit-il en tapotant légèrement la page. « Aucune confirmation, aucune documentation qui puisse être vérifiée par une voie civile ou gouvernementale standard à notre disposition. » Il fit une pause juste assez longue pour laisser cela s'imprégner. « Dans une affaire comme celle-ci, monsieur le juge, l'absence n'est pas seulement une absence. C'est une preuve. » J'observais le visage du juge Legrand pendant que Marc disait cela. Il y eut un tressaillement, infime, presque rien, mais il était là. Damian se leva quand ce fut notre tour. Il ne fit pas les 100 pas. Il ne haussa pas le ton. Il n'essaya pas de faire plus de spectacle que Marc. Il parla comme il le faisait toujours, comme si chaque mot avait déjà été pesé avant de quitter sa bouche. « Le dossier du demandeur, dit-il, repose entièrement sur ce qu'il ne peut pas trouver. Non pas sur ce qui n'existe pas, mais sur ce qui ne lui est pas accessible. » Il laissa cette distinction flotter.
Il existe des catégories de services, continua-t-il, et des catégories d'emplois qui ne sont pas accessibles par les voies que le demandeur a utilisées. L'absence de documentation accessible au public n'équivaut pas à l'absence de service. Marc s'agita légèrement. Monsieur le juge, dit-il, si la défense a l'intention de s'appuyer sur des dossiers qui ne peuvent être examinés, alors nous traitons de simples affirmations qui ne peuvent être vérifiées. Ce n'est pas une preuve. C'est une allégation. Damian ne le regarda pas. C'est une mauvaise compréhension de ce qui constitue une vérification dans certains contextes, dit-il. Le juge se pencha légèrement en arrière, les doigts reposant sur le bord du pupitre. Nous y reviendrons, dit-il. La procédure suivit son cours. Témoins, documents. L'enquêteur prit la barre et expliqua sa démarche étape par étape. Base de données consultée, bureau contacté, dossier demandé, chaque chemin menant à la même conclusion. Je n'ai trouvé aucun dossier vérifiable de service militaire sous le nom de la défendresse qui puisse être confirmé par les voies standards, dit-il. Aucun du tout, demanda Marc. Aucun qui puisse être vérifié, non. Marc hocha la tête, satisfait. Quand ce fut au tour de Damien de procéder au contre-interrogatoire, il ne posa que quelques questions. Vous avez dit les voies standards, c'est bien cela? Oui. Êtes-vous formé ou autorisé à accéder à des dossiers restreints ou classés confidentiels? Non. Savez-vous que certaines catégories de services ne figurent pas dans les bases de données que vous avez consultées? Une pause. Je sais que tout n'est pas public, dit prudemment l'enquêteur. Mais votre conclusion, dit Damien, repose sur ce que vous avez pu consulter. Oui. Damien hocha la tête une fois. Pas d'autres questions. C'était suffisant. Pas pour convaincre, pas encore, mais assez pour créer un espace où la certitude ne siégeait plus aussi confortablement. Quand mon tour vint, toute la salle sembla se pencher en avant. Je repris place à la barre. Le bois du rail m'était maintenant familier sous les mains. Les mêmes 9 visages, la même suspicion polie, la même attente silencieuse que j'allais soit confirmer ce qu'il croyait déjà, soit échouer lamentablement. Marc s'approcha, le ton courtois. « Mademoiselle Vallet, dit-il, vous avez entendu les témoignages concernant l'absence de dossier vérifiable. Je vais vous le demander à nouveau, simplement. Pouvez-vous fournir à ce tribunal une quelconque documentation, une quelconque preuve qui confirme que vous avez servi dans les forces armées? » La main de Damien restait à plat sur la table. Pas encore. Je gardais les yeux fixés sur Marc. Mes dossiers sont exacts, dis-je. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, répondit-il, toujours poli, toujours maître de lui. J'ai demandé si vous pouviez fournir une documentation que ce tribunal peut examiner. Je soutins son regard. Pas sous la forme que vous réclamez. Un murmure parcourut la salle. Marc inclina légèrement la tête, comme s'il concédait quelque chose. Alors nous nous retrouvons, dit-il en se tournant vers le jury, face à une allégation qui ne peut être étayée. Une allégation qui, de l'aveu même de la défendresse, ne peut être soutenue par des preuves accessibles à ce tribunal. Mon père bougea sur son siège. Je pouvais le sentir plus que le voir. Il était prêt à intervenir, prêt à renforcer, prêt à s'assurer que l'histoire atterrisse exactement là où il l'avait toujours voulu. Et il le fit. Il se leva à nouveau, plus lentement cette fois, mais avec la même assurance. Elle a eu des années, dit-il, sa voix portant juste assez pour atteindre chaque recoin de la pièce. Des années pour dire la vérité, des années pour montrer quelque chose, n'importe quoi, et elle ne l'a pas fait. Le regard du juge s'aiguisa. « Monsieur Vallet, elle a menti, » continua mon père, sans hausser le ton, mais en augmentant son poids. À nous, au canton, à sa propre mère. Il se tourna légèrement, ne s'adressant plus seulement au tribunal, mais aux gens derrière lui. « Elle dit qu'elle a servi, » dit-il, « mais il n'y a rien. Aucune preuve, aucun dossier, personne qui puisse le confirmer. » Il me pointa encore du doigt. « Ce n'est pas du service, dit-il, c'est une histoire. » Le silence se fit un instant. Tout tenait sur ce mot. Histoire. Damien se leva cette fois. Il n'attendit pas que le juge l'y invite. « Monsieur le juge, dit-il, la voix égale, la défense demande à introduire une pièce sous scellé comme preuve. » Marc se retourna, secouant déjà la tête. « Et objection, dit-il. La phase de communication des pièces est close. Toute nouvelle preuve aurait dû être divulguée avant le procès. » Damien ne le regarda pas. « Ce document n'était pas disponible avant le procès, dit-il. Il a nécessité une autorisation des autorités fédérales. Cette autorisation vient d'être accordée. » L'air changea. Pas de façon visible, ni audible. Mais quelque chose se tendit dans la pièce.
Le juge Legrand se pencha légèrement en avant. De quel genre de document parlons-nous, maître Mercier? Damian posa sa main sur la mallette. Une lettre de vérification, dit-il, émise sous scellé, confirmant le statut de service de la défendresse. Marc ouvrit la bouche pour objecter à nouveau. Le juge leva une main. Apportez-la-moi, dit-il. Damian posa la mallette sur la table, l'ouvrit. Et pour la première fois depuis le début de la procédure, tout le monde dans cette pièce réalisa que cette affaire n'était peut-être pas ce qu'il pensait. Damien ne se pressa pas. Ce fut la première chose que je remarquai lorsqu'il ouvrit la mallette. Son absence totale de précipitation, comme si la vitesse elle-même était une forme d'irrespect. Les loquets s'ouvrirent avec un clic doux et précis qui sembla plus fort qu'il n'aurait dû l'être dans une pièce aussi silencieuse. À l'intérieur, sous un bloc-notes et 2 dossiers soigneusement empilés, reposait une unique enveloppe blanche. Pas grande, pas spectaculaire, mais reconnaissable entre toutes. Le papier était plus épais que le papier standard, les bords nets, la surface mate d'une manière qui absorbait la lumière au lieu de la refléter. Sur le devant, centré et en relief, se trouvait le sceau officiel, l'emblème de l'État. Le long du bord gauche courait une étroite bande de classification, subtile pour quiconque ne savait pas ce qu'il cherchait, définitive pour les autres. Damien la souleva à 2 mains. Il ne la brandit pas, il ne l'exhiba pas. Il la porta. Il y a une différence. Il la porta jusqu'au pupitre comme on porte quelque chose qui change le cours d'une conversation avant même d'être ouvert, le genre d'objet qui n'a pas besoin d'explication pour modifier l'atmosphère autour de lui. Le juge Legrand l'accepta sans commentaire. Pendant un moment, il ne l'ouvrit pas. Il la tint. Ses yeux parcoururent la surface, du sceau à la bande, de la bande au bloc de l'expéditeur, puis revint au sceau. Puis, lentement, son regard quitta l'enveloppe et balaya la salle. Il passa sur Marc Bernard, qui se tenait toujours près du box du jury, les lèvres entr'ouvertes comme si une objection avait été interrompue en plein vol. Il passa sur mon père, qui s'était penché en avant sur sa chaise. Pas encore inquiet, mais en alerte comme un homme face à quelque chose qu'il ne comprend pas immédiatement. Puis, les yeux du juge m'atteignirent et s'arrêtèrent. Pas sur mon visage, mais plus bas, sur la petite épingle gris mat sur le revers de ma veste. La plupart des gens dans cette salle l'avaient ignorée. Certains avaient probablement supposé qu'elle était décorative, un bibelot acheté dans un magasin, porté par habitude, sans importance. Le juge Legrand ne la regardait pas ainsi. Il la regardait comme un homme qu'il avait déjà vu. 1 fois, 2 fois, assez souvent pour reconnaître ce qu'elle n'était pas. Il reporta son attention sur l'enveloppe, rompit le sceau. Le papier à l'intérieur glissa librement dans un mouvement fluide. Il le déplia, ses doigts étaient précautionneux, d'une manière qui suggérait une familiarité avec les documents qui ne sont pas censés être manipulés avec désinvolture. Ses yeux commencèrent à bouger, de gauche à droite, de haut en bas, puis retour au sommet. La salle ne respirait plus. Le ventilateur de plafond continuait sa lente rotation. Les néons bourdonnaient. Quelque part dans le couloir, derrière les portes closes, un bruit de pas lointain résonna et s'éteignit. Je comptais. 1, 2, 3, 4. À 5, il s'arrêta de lire. À 6, il posa le papier à plat sur le pupitre. À 7, il leva la main et retira ses lunettes. Il les posa soigneusement à côté du document, les alignant avec le bord du bois, comme si même ce petit geste exigeait de l'ordre. Lorsqu'il releva les yeux, sa posture avait changé, de façon subtile mais radicale. Il ne se contentait plus de présider. Il reconnaissait. « Maître Mercier, dit-il d'une voix basse et ferme, votre cliente a-t-elle autorisé la divulgation limitée permise par ce document ?» Damien n'hésita pas. « Laisse le cas, monsieur le juge. » Le juge hocha la tête 1 fois. Puis il se tourna vers l'assemblée. « Veuillez vous lever. » Les mots n'avaient pas besoin d'être forts. Ils portèrent malgré tout. L'huissier se leva le premier, les pieds de sa chaise raclant légèrement le sol, puis la greffière, puis un à un les jurés. Gilles Morin plus lentement que les autres, sa main agrippant la coudoir de son siège comme si la pièce avait basculé. Marc Bernard se leva mais avec hésitation. Il y eut un accroc dans son mouvement, une fraction de seconde où son corps résista à ce que son esprit n'avait pas encore saisi. Mon père ne se leva pas immédiatement. Il resta assis, les mains sur les genoux, les yeux fixés sur le juge comme s'il attendait une explication. « Monsieur Vallet, » dit le juge sans hausser la voix. Ce fut suffisant. Mon père se leva. Béatrice se leva à ses côtés, une main déjà portée à sa bouche. Damienne était déjà debout. Je me levai la dernière, non par hésitation,
mais par sens du timing. La pièce se réorienta autour de ce seul commandement. Le juge Legrand posa ses 2 mains à plat sur le pupitre. « Je vais faire une déclaration limitée pour le procès verbal, dit-il. Sur la base du contenu du document soumis sous scellé et de l'autorisation fournie, ce tribunal reconnaît que les états de service de la défenderesse existent sous des protocoles de classification restreinte. » Marc ouvrit la bouche. « Monsieur le juge », le regard du juge se tourna vers lui. Pas tranchant, pas en colère, mais définitif. « Vous aurez l'occasion de répondre, maître Bernard. »« Vous ne m'interromprez pas. » Marc referma la bouche. Le juge poursuivit. « L'absence de documentation accessible au public dans ce cas précis n'est pas révélatrice d'une absence de service. Elle est cohérente avec la nature du service décrit dans la vérification fournie. » Une onde parcourut le jury. De la confusion d'abord, puis autre chose. Un recalibrage. Les doigts de mon père se crispèrent sur son pantalon. J'observais les tendons de ses mains se tendre. Ces mêmes mains qui avaient réparé des clôtures, porté des sacs d'aliments, signé des chèques, pointé du doigt vers moi à la table de la cuisine. Des mains qui avaient toujours su à quoi elles avaient affaire jusqu'à présent. Le document confirme également, dit le juge, que la défenderesse a maintenu un service continu dans les forces armées pour une période dépassant 2 décennies. Les mots tombèrent, nets, sans emphase, sans fioriture. Il n'en avait pas besoin. Le dossier de Marc glissa de sa main. Il frappa le sol avec un bruit sourd de papier qui sembla résonner plus qu'il ne l'aurait dû. Il ne le ramassa pas. La main de Béatrice couvrait maintenant entièrement sa bouche. Ses yeux étaient écarquillés, fixée sur moi comme si elle essayait de réconcilier 2 versions de la même personne sans y parvenir. Mon père ne bougeait pas. Il se tenait là, droit mais vidé, comme si quelque chose lui avait été retiré du centre de son être sans prévenir. « Vous pouvez vous asseoir, » dit le juge. La salle se rabaissa, plus lentement cette fois, avec plus de précaution, comme si tout le monde avait conscience que quelque chose de fondamental venait de basculer et qu'il n'était pas encore sûr de la manière de l'intégrer. Je restai debout une fraction de seconde de plus que nécessaire, puis je m'assis. Damian s'assit à mes côtés, ses mouvements toujours aussi précis. Marc se baissa enfin pour ramasser son dossier, mais son assurance s'était envolée. Les bords de sa confiance s'étaient effrités. Effiloché par une information qu'il n'avait pas prévue, à laquelle il ne pouvait accéder et qu'il ne comprenait pas pleinement. « Monsieur le juge, » dit-il d'une voix mesurée mais plus mince, « nous demanderions l'opportunité de consulter le document en question. » « Vous ne consulterez pas le document dans son intégralité, » répondit le juge Legrand. « Vous recevrez les parties dont la divulgation est autorisée. » Rien de plus. Marc hocha la tête. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Le juge se tourna légèrement, son attention revenant vers le centre de la salle. « À la lumière de la vérification désormais devant ce tribunal, dit-il, je vais poser une question directe au conseil du demandeur. » Il marqua une pause juste assez longue pour que le poids de ce qui allait suivre s'installe. Le demandeur souhaite-t-il poursuivre cette action ? Le silence se fit. Pas le silence vide, mais celui qui exige une réponse. Marc regarda mon père. Mon père ne lui rendit pas son regard. Ses yeux étaient toujours fixés sur moi, et pour la première fois depuis le début de tout cela, il n'était plus certain de rien. Marc Bernard se pencha vers mon père et murmura quelque chose. Je n'entendais pas les mots. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà vu cette posture, des hommes dans des pièces où le sol se dérobe, essayant de rassembler ce qui peut encore tenir debout. Sa main plana juste au-dessus de l'épaule de mon père, sans tout à fait la toucher, comme si le contact risquait de confirmer ce qu'il ne voulait pas encore accepter. Mon père ne répondit pas immédiatement. Il gardait les yeux sur moi, mais la certitude qui était là 1 heure plus tôt, cette certitude tranquille et inébranlable d'un homme qui croyait comprendre la forme du monde, commençait à se fissurer, pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais visiblement. « Monsieur le juge, » finit par dire Marc en se redressant, « nous demandons une brève suspension de séance pour nous entretenir avec notre client. »« Non !» dit le juge Legrand. Le mot tomba tranchant, pas dur, pas crié, mais définitif d'une manière qui fermait la porte à tout argument. « Le tribunal a examiné un document vérifié et mis sous autorité fédérale, » poursuivit-il. La plainte du demandeur repose sur l'affirmation que la défenderesse ne remplissait pas les conditions d'emploi ou de service stipulées par le fonds. Cette affirmation vient d'être contredite par le plus haut niveau de vérification accessible à ce tribunal. Marc déglutit. « Je comprends, monsieur le juge, mais vous avez 30 secondes, dit le juge, pour conseiller votre client
et informer ce tribunal de votre intention de poursuivre ou non. Il y a des moments où le temps change de texture. 30 secondes peuvent être étirées. Elles peuvent contenir plus qu'elles ne devraient. Marc se tourna à nouveau vers mon père, se pencha encore, parla avec plus d'urgence cette fois. J'observais l'échange comme j'avais appris à tout observer, sans interruption, sans supposition, notant ce qui était dit et ce qui ne l'était pas. Les lèvres de mon père bougèrent une fois. Un seul mot, court, sec. Marc se redressa lentement. « Monsieur le juge, dit-il, le demandeur retire sa plainte. » La phrase semblait posée avec précaution sur une surface qui risquait de s'effondrer au moindre choc. Le juge Legrand hocha la tête. La plainte est rejetée avec interdiction de la déposer à nouveau. Le marteau ne tomba pas. Il n'en avait pas besoin. De plus, poursuivit le juge en prenant un stylo, le tribunal condamne le demandeur aux dépens, y compris les frais d'avocat et les frais administratifs associés au processus de vérification nécessité par cette action. Il écrivit pendant un moment. Le son du stylo sur le papier porta plus loin qu'il ne l'aurait dû. Le montant est fixé à 24 800 €. Marc ferma brièvement les yeux. Mon père ne bougea pas. « Monsieur Vallée, » dit le juge en levant les yeux, sa voix changeant de ton. Pas plus douce, mais dirigée, précise. Vous avez porté devant ce tribunal une plainte fondée sur une absence que vous avez prise pour une preuve. Vous l'avez poursuivi sans considération pour la nature du service en question, et vous l'avez fait publiquement. Il fit une pause assez longue pour que chaque mot suivant soit parfaitement clair. Vous n'avez pas été trompé par les faits, monsieur. Vous avez été limité par votre compréhension de ceci. Personne ne parla dans la salle. Les mains de mon père, ses mains qui avaient toujours été fermes, toujours certaines, reposaient maintenant sans force à ses côtés. Ses doigts ne se crispaient plus avec détermination. Ils pendaient comme s'ils avaient oublié ce qu'ils étaient censés tenir. Le juge Legrand reporta son attention sur moi. « Mademoiselle Vallée, dit-il. » Je rencontrai son regard. « Le tribunal reconnaît les circonstances inhabituelles dans lesquelles la vérification de vos états de service a été requise, » poursuivit-il. « Votre dossier restera scellé. Le contenu du document soumis ne figurera pas au dossier public au-delà de la confirmation limitée fournie aujourd'hui. » J'ai hoché la tête une fois. « Merci, monsieur le juge. » 4 mots, mesurés, suffisants. Il inclina la tête. La séance se fait. La salle ne bougea pas immédiatement. Les gens bougent rarement quand une certitude vient d'être remplacée par quelque chose d'inattendu. Il faut un moment pour que le corps rattrape le choc. Puis les chaises commencèrent à racler le sol. Les papiers furent rassemblés. Les voix revinrent, basses et incertaines. Le jury sortit, mais pas comme il était entré. Ils évitaient de regarder mon père maintenant, pas par hostilité, mais par recalibrage. Gilles Morin me jeta un coup d'œil. Bref, presque désolé, puis détourna les yeux. Marc ramassa ses affaires avec un soin qui frisait la fragilité, comme si chaque papier risquait de le couper. Béatrice restait dans l'allée, immobile, les yeux toujours fixés sur moi. Mon père resta là où il était pendant un long moment, assez longtemps pour que l'espace autour de lui commence à se vider, assez longtemps pour que la salle se réorganise sans lui en son centre. Je me levai, descendis de la barre. Mes chaussures ne firent presque aucun bruit sur le sol. Damian rangea sa mallette, la refermant avec le même mouvement précis qu'il l'avait ouverte, l'enveloppe ayant retrouvé sa place à l'intérieur. Nous nous sommes dirigés vers l'allée centrale. Béatrice bougea alors, faisant un pas en avant. « Élise, dit-elle. » Mon nom dans sa bouche sonnait étrangement. Pas faux, juste inaccoutumé. Je m'arrêtai et me retournai. 15 ans, c'est long à condenser en un seul instant. Ses yeux étaient rouges maintenant, bien que je ne l'aie pas vu pleurer. Ses mains étaient toujours près de son visage, les doigts pressés les uns contre les autres, comme pour maintenir quelque chose en place. « Je ne savais pas ?» dit-elle. La phrase sortit ténue, pas défensive, pas agressive, juste incomplète. Je la regardais, vraiment. Je vis les rides qui n'étaient pas là quand je suis partie, la façon dont elle se tenait, toujours proche de la silhouette de notre père, mais plus tout à fait à l'intérieur. « Je sais ce qu'il t'a raconté, » dis-je. Elle secoua légèrement la tête. « Non, dit-elle. Je veux dire, je ne savais rien de tout ça. Je pensais que tu étais... » Je pensais. Elle s'arrêta, les mots lui manquant ou refusant de coopérer avec ce qu'elle comprenait désormais. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demanda-t-elle. Elle était là, la question qui surgit toujours après que la vérité a éclaté. « Pourquoi n'as-tu pas fait en sorte qu'il nous soit plus facile de te croire ?» Je soutins son regard. «
Vous ne posiez pas de questions? Dis-je. Elle tressaillit, pas extérieurement, mais intérieurement, un petit recul derrière les yeux. J'aurais écouté, dit-elle. Vraiment? Demandai-je. Sans dureté, sans accusation, juste avec précision. Elle ouvrit la bouche, la referma, parce que quelque part dans ce silence, elle trouva la réponse qu'elle ne voulait pas donner. Je n'ai pas cherché à adoucir les choses. Le réconfort, à ce moment-là, aurait été malhonnête. Je n'ai pas gardé ces choses pour vous blesser, dis-je. Je les ai gardées parce qu'elles ne m'appartenaient pas. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. L'envie de se battre l'avait quittée. Ou peut-être n'avait-elle jamais été là. Je suis désolée, dit-elle. Je la crus, en partie. C'est ainsi que la confiance revient. Pas entière, pas immédiatement, mais par morceaux. Derrière elle, je vis enfin mon père bouger. Lentement, il se leva. Mais le mouvement n'avait plus la structure qu'il avait portée toute sa vie. Son dos ne se verrouilla pas comme autrefois. Ses épaules ne se redressèrent pas avec la même autorité automatique. Il me regarda, et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas l'air d'un homme face à un problème. Il avait l'air d'un homme confronté à quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Élise !» dit-il. Mon nom sonnait différemment dans sa voix aussi, moins certain. Il fit un pas en avant, s'arrêta. « Tu avais dit que tu étais à Paris, dit-il. Tu avais dit que tu faisais de l'analyse. » C'était le cas, répondis-je. Ce n'est pas, commença-t-il, puis il s'interrompit, parce qu'il n'avait pas les mots. Pas pour ce qu'il venait de voir, pas pour ce qui venait d'être confirmé. Tu étais dans l'armée? Demanda-t-il. La question était presque enfantine, dépouillée de tout ce qui l'avait précédé. Je soutins son regard. Oui. Pendant combien de temps? 21 ans. Le chiffre tomba entre nous, pesant. Il scia une fois, 2 fois. Tu ne m'as jamais dit ça? Dit-il. Je ne détournai pas les yeux. Tu ne m'as jamais posé de questions qui m'obligeaient à y répondre? Dis-je. Il absorba l'information ou essaya. Sa mâchoire bougea, cherchant la vieille répartie, celle qu'il avait toujours ancrée. Elle ne vint pas. Commandante, dit-il. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Pas incorrect, mais inconnu. Je ne relevai pas. Pas parce que ce n'était pas exact, mais parce que ce n'était pas nécessaire. Les titres comptent dans certaines pièces, pas dans celle-ci. Je laissai le silence s'installer. Pas passif, pas vide, mais délibéré. Après un moment, je me détournai, passai devant Damien, devant les rangées de sièges, devant l'endroit où mon père se tenait, n'étant plus le centre de rien. Le couloir extérieur semblait différent, plus frais, plus propre, un air qui n'avait pas été façonné par les attentes. Damien me rattrapa près de la sortie. « Les sanctions seront maintenues, dit-il. Il essaiera de faire appel, mais ça n'ira nulle part. »« Je sais, dis-je. » Il m'observa une seconde. « Tu as bien géré ça, ajouta-t-il. »« Je l'ai géré, répondis-je. C'était suffisant. Nous sommes sortis. Le ciel était clair de ce bleu qui ne vous demande rien. Derrière nous, les portes du tribunal se refermèrent. Et pour la première fois depuis longtemps, mon père ne contrôlait plus l'histoire. 3 semaines après l'audience, le village commença à se corriger de lui-même. Pas bruyamment, pas d'un coup. Ce n'est pas ainsi que des endroits comme Val-de-Bois changent. Ils se déplacent comme un rivage se déplace, grain par grain, conversation par conversation, jusqu'à ce qu'un jour on réalise que la limite n'est plus là où elle était. Mon père essaya d'abord de maintenir sa version. Au magasin agricole, il raconta à quelqu'un que le tribunal avait outrepassé ses droits, que l'État avait étouffé l'affaire, que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. L'homme à qui il disait cela était le cousin de Gilles, Morin. Gilles était assis, dans le box du jury, quand un document scellé du ministère des Armées a traversé un pupitre de canton et qu'un juge a dit à la salle de se lever. L'histoire ne tint pas. Elle n'eut pas besoin d'être contestée. Elle ne prit simplement pas. À l'église, les conversations changèrent de ton. Pas conflictuelles, pas accusatrices, juste différentes. Les gens lui posaient moins de questions. Ils remplissaient le silence qu'ils laissaient avec leurs propres conclusions. Le prêtre cessa de solliciter son avis avant les décisions du comité. Les invitations qui arrivaient autrefois automatiquement commencèrent à nécessiter des confirmations. Au café, sa place habituelle resta libre, mais le rythme changea. La serveuse lui servait toujours son café. L'habitude ne se perd pas facilement, mais les échanges faciles, les signes de tête approbateurs, les petites affirmations qui renforçaient autrefois sa version des choses s'étiolèrent. Le respect, dans un petit village, se retire rarement d'un coup,
Il se retire discrètement. Mon père arrêta d'aller au magasin agricole après 1 mois. Il continuait d'aller à l'église, mais il s'asseyait plus loin derrière. Béatrice m'appela 6 semaines après l'audience. J'étais à mon bureau, debout dans un couloir devant une salle sécurisée, mon téléphone à la main, le signal juste assez fort pour porter sa voix sans distorsion. « Salut », dit-elle. C'était le même mot qu'elle avait utilisé des centaines de fois en grandissant. Il sonnait différemment maintenant. « Salut », répondis-je. Il y eut une pause. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit », commença-t-elle. « Ça restreint le champ des possibles », dis-je, un petit rire presque surpris. « Tu fais toujours ça », dit-elle. « Tes paroles sont juste assez tranchantes pour m'obliger à faire attention. » Ce n'était pas le but. « Je sais », dit-elle, « c'est juste comme ça. » Une autre pause. « Je ne posais pas de questions », finit-elle par dire. « Tu avais raison. » Je m'appuyais contre le mur. Le bâtiment bourdonnait autour de moi. La ventilation, des bruits de pas lointains, la présence constante et sourde des systèmes faisant ce pourquoi ils avaient été conçus. « C'est facile de ne pas poser de questions quand on croit déjà avoir les réponses, » dis-je. « Je pensais les avoir. » Répondit-elle. « Mais c'est le cas de la plupart des gens. » Elle expira lentement. « Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait, » dit-elle, « ou ce que tu fais. Je comprends ça maintenant. J'ai besoin de savoir s'il reste quelque chose entre nous. » C'était la vraie question, pas sur le passé, mais sur l'avenir. Je laissai le silence s'installer un instant, pas pour punir, mais pour être exact. « Et il reste quelque chose, dis-je, mais ce n'est plus la même chose. »« Je sais, » dit-elle rapidement, « je ne demande pas que ce soit comme avant. »« Bien, dis-je, parce que je ne peux pas te donner ça. » Elle l'accepta. Je l'entendais à sa respiration qui s'apaisait. « On peut repartir de là où nous en sommes, » dit-elle. « C'est le seul point de départ possible, » répondis-je. Nous avons parlé pendant 11 minutes. De choses sans importance, de terrain neutre, de ce qui pouvait être dit sans empiéter sur ce qui ne le pouvait pas. Quand l'appel prit fin, je restai là un moment de plus que nécessaire, non par incertitude, mais par besoin de m'adapter. Les relations ne se réinitialisent pas, elles se reconfigurent. Mon père n'appela pas. Il écrivit une fois, une lettre manuscrite. Le papier était le même que celui qu'il avait toujours utilisé, ligné, légèrement jauni, plié avec précision. Il ne s'excusa pas. Cela aurait nécessité un langage qu'il ne possédait pas. Il n'admit pas ses torts. Cela aurait nécessité un cadre de pensée dont il n'avait jamais eu besoin. Il écrivit. Je ne savais pas. J'ai lu cette phrase 3 fois. Pas pour l'emphase, mais pour le sens. Je ne savais pas. C'était à la fois vrai et insuffisant. J'ai plié la lettre, je l'ai rangée dans un tiroir. Ni jetée, ni exposée, juste rangée. Cela semblait approprié. 7 mois après l'audience, j'ai créé une bourse, la Bourse Vallée pour le service rural, destinée aux filles de familles d'agriculteurs entrant dans le service public, militaires ou autres. 2 ans de frais de scolarité à l'université, renouvelables une fois. Ce n'était pas grand-chose à l'échelle nationale. À Val-de-Bois, c'était assez pour compter. La cérémonie eut lieu à la bibliothèque municipale, petite, locale, intentionnelle. Béatrice était là. Elle se tenait au 2e rang. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait. Mon père ne fut pas invité. Pas par colère, mais par clarté. Certains espaces ne sont pas faits pour être partagés. Une plaque en laiton fut posée près de l'entrée. Simple, pas de grade, pas de titre. Juste mon nom. Élise Vallet. C'était tout ce qui devait y figurer. De retour à mon poste, mon bureau restait ce qu'il avait toujours été. Aucune décoration, aucun signe visible de ce qui avait été confirmé dans cette salle d'audience. Un bureau, un écran, une épingle. Cette même petite épingle gris mat qui avait attiré l'œil d'un juge et recadré une affaire. Je la portais comme je l'avais toujours portée. Pas pour la reconnaissance, mais pour la continuité. Il y a une sorte de liberté qui vient quand on n'a plus besoin d'être comprise par les gens qui vous définissaient autrefois. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas triomphant, c'est constant. Pendant des années, mon silence avait été interprété comme une absence, comme une évasion, comme la preuve d'un manque. Dans cette salle d'audience, il est devenu autre chose. Pas un vide, mais une frontière. Mon père avait confondu ce qu'il ne pouvait pas voir avec ce qui n'existait pas. Il avait rempli cet espace avec une histoire qui lui convenait. Il l'avait racontée assez souvent pour qu'elle semble réelle. Il l'avait portée devant un tribunal, s'attendant à ce qu'elle tienne. Elle n'a pas tenu, non parce que j'ai argumenté plus fort, non parce que j'en ai révélé davantage, mais parce qu'en fin de compte,
La vérité est arrivée avec une autorité qui ne nécessitait pas son approbation. Je n'ai pas gagné ce jour-là. Gagner implique une opposition. Ce n'était pas un concours, c'était une rectification, un réalignement entre ce qui était dit et ce qui était vrai.